droite, screen. C'est bon. Bonjour, rebonjour. Merci de confirmer si vous arrivez à m'entendre. Merci. OK. Alors, je vais commencer par un petit rappel de votre cours de ligne d'influence. Donc, c'est quoi déjà une ligne d'influence? C'est Non, c'est la différence. Exact. Donc, la différence entre un diagramme MNT de la RDM classique et de la ligne d'influence, si je prends un exemple ici, une poutre qui est appuyée, donc, normal, la RDM ou bien le diagramme de la RDM, c'est quoi? On va s'intéresser à quoi? À une charge qui est fixe dans sa position et on va s'intéresser au diagramme, que ce soit MNT, moment, fléchissant, effort normal ou bien effort tranchant, dans toutes les sections de la poutre, de 0 jusqu'à L. Et on va tracer à peu près ici, si on a une charge comme ça, donc le M c'est comme ça à peu près, et ça c'est le diagramme de M sur toute la poutre, mais la charge elle est fixe, et le M, le M, c'est pour chaque position X variable. X, c'est la position de la section considère. Donc ça, c'est M. L'effort tranchant, c'est à peu près comme ça. Ça, c'est T, ça, c'est M. Alors ça, c'est la RDM ou bien le diagramme. Alors, c'est l'inverse pour la ligne d'influence. On va s'intéresser à une section donnée, dans une poutre, en appui ou bien à mi-travers ou bien à une section donnée, et on va varier la charge. La charge n'est pas fixe, la charge, elle est mobile. Donc, comme ça, donc, on doit avoir une charge qui va avoir une position qui est X variable. Ça, c'est la charge F. Et on va s'intéresser à une section donnée, sigma ou bien autre chose. Et on va s'intéresser au T à la position sigma. Et on va tracer l'effort tranchant et le moment fléchissant dans la section sigma en fonction de X. En fonction de X qui est quoi? Qui est la position de la charge. D'accord? Donc, vous avez commencé déjà par ce qu'on appelle les réactions, la ligne d'influence des réactions d'appui, je pense. Les réactions. Donc comment l'allure de l'effort tranchant à peu près. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? La ligne d'influence d'une poutre est la courbe représentative de la variation d'un effet en un point donné en fonction de la position d'une charge, unité mobile. Donc, les lignes d'influence ils sont fort utiles en génie civil parce que toutes les charges sont mobiles. Ils permettent la signification des lignes d'influence est opposée à celle du diagramme des efforts. Donc, vous retenez ce tableau qui est quoi? Qui est la position de la charge pour diagramme des efforts habituel. La position de la charge, elle est fixe, mais la position de la section, elle est variable. C'est notre premier schéma. La ligne d'influence, c'est l'inverse, c'est la position de la charge qui est variable et la position de la section qui est fixe. Alors ça, donc vous avez, je pense que vous avez fait vous avez fait le diagramme des réactions d'appui. Donc je ne m'étale pas ici, donc je vais passer. Donc généralement l'allure, ça on l'appelle des coefficients d'influence de l'effort tranchant ou bien coefficient d'influence du moment fléchissant. Donc c'est une fonction linéaire. En fonction de x, c'est quoi x? X, c'est la position de la charge. Donc, si x, elle est égale à 0, donc si x, elle est là, donc l'effort tranchant, c'est la réaction d'appui, c'est AY. Donc, ça. Donc, c'est 1.
Donc, pour une charge unitaire, c'est 1. Pour une charge unitaire, lorsque la charge unitaire, c'est dans l'appui, donc la réaction d'appui, c'est 1. Donc, l'effort tranchant, c'est 1. Et il est variable jusqu'à 0, jusqu'à ce point. D'accord? Même chose pour 1 fois la charge, bien sûr. 1 fois la charge, toujours pour les lignes d'influence, on va raisonner pour une charge unitaire. Et pour les charges quelconques, c'est-à-dire pour des charges ponctuelles ou bien des charges réparties, on va exploiter les charges unitaires à partir de ces charges, à partir de la charge unitaire. Donc, on va le voir par la suite. Donc, retenez, donc, tout d'abord, on va commencer par les réactions d'appui. Après les réactions d'appui, donc les réactions d'appui, les lignes d'influence A, Y et C, Y, ce sont des fonctions linéaires, fonction de X qui est la position de la charge. Et on va retenir ça, donc, pour une poutre isostatique, le moment ou bien la ligne d'influence de l'effort tranchant, c'est deux diagrammes, c'est l'alternance de deux diagrammes à partir de la position. Ça, c'est la position concernée qu'on va voir. Ça, c'est l'effort tranchant dans cette section. Donc, elle est fonction linéaire de 0 jusqu'à la position. Et elle va changer de signe parce que ici, on peut le démontrer par la méthode virtuelle. Donc, ici, on peut imaginer un déplacement ici. Donc, pour le vaincre, il faut faire une force, donc F vers le haut et F vers le bas, pour équilibrer ce nœud. Donc, ici, il y a une alternance de signes pour équilibrer ce moment, cet effort tranchant ici. Retenez que c'est une fonction linéaire qui change de signe dans la position où on va regarder l'effort tranchant. Et la même chose pour le moment fléchissant, c'est une fonction linéaire jusqu'à la position de la charge. C'est pas la position de la charge, jusqu'à la position où on voit le moment fléchissant et il va changer de pente ici. C'est pas de signe, mais de pente. D'accord? Donc, OK, c'est ça. Donc, ça, c'est... Bon, ça, c'est quoi? On a raisonné pour une charge unitaire. On peut faire pour des charges ponctuelles, plusieurs charges. C'est quoi? Donc, on va s'intéresser à YI, c'est les lignes d'influence de charge unitaire. Donc, et on va multiplier par l'amplitude. L'amplitude, et c'est le principe de superposition. On va superposer toutes les charges possibles. Même chose pour la charge uniforme ou bien répartie dans l'espace ou bien dans une section. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, au lieu de la sommation, c'est une intégrale sur ce diagramme, c'est-à-dire l'intégrale de P alpha, D alpha sur ce tronçon qui est alpha 1, alpha 2. C'est l'air. L'intégrale, c'est une aire. C'est une surface. L'intégrale, c'est la même chose. Alors, bon, ça, c'est si je vous demande de calculer la ligne d'influence du moment fléchissant et du moment produit au milieu de la poutre ici, charge répartie P. Oui, vous pouvez calculer un petit peu. Parce qu'on va appliquer, on va faire ça manuellement et on va l'appliquer pour le résoudre dans le robot. Parce que ça, c'est pour justifier un petit peu, pour s'assurer des valeurs. OK? 2 minutes. Donc, je vous donne les... Ça, c'est les... C'est ça. Donc, on va utiliser ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une charge répartie. Donc, c'est une intégrale. Donc, il faut tout d'abord commencer par la charge unitaire. Ensuite intégrer sur la AB. Alors, ou bien ça. Retenez ça. Ça, c'est le moment électrifiant dans sigma. Alpha, c'est la position de la charge. Et X, c'est la position de la section. Donc, VXA. Sur toute la poutre. Non, 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 non. On va s'intéresser à l'effort tranchant et au moment fléchissant au milieu de la travée. Qu'est-ce qu'on a dit? La ligne d'influence, c'est quoi? On va fixer une section. Section, c'est à mi-travée, au milieu de la travée ou bien au milieu de la poutre. Parce que dans les ponts, on utilise beaucoup les mi-travées. Vous calculez le diagramme de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
c'est ça. Donc, la poutre, c'est comme ça. P sigma M. P sigma M. Ça, c'est P. Ça, c'est sigma la section. Le point M. A0, A1. A0, A1. L sur 2, L sur 2. مسيو واش مافيشي شي حاجه في الطابلو مسيو Oui. Oui, je vous entends. مسيو Oui, 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 oui. مسيو واش مافيشي شي حاجه في الطابلو راه ما كيبانش لينا استاذ Non, لا كيبان غير من je vous ai عندك demandé de التدريب. faire cet exercice en 2 minutes. Cet exercice, vous arrivez à voir l'exercice? Oui, monsieur. Comment? Il est affiché. Oui, c'est affiché, c'est affiché. C'est affiché l'exercice. Alors, on va le faire ensemble, d'accord? Alors, tout d'abord, on va le faire ensemble, ok? Pour ne pas perdre le temps. Donc, on va faire le... Alors, la formule, c'est quoi? C'est M, la position X, alpha. Donc, on va distinguer deux positions. Si exact. Si X est inférieur à L sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Mx alpha. Alpha, c'est quoi? Alpha, c'est quoi? C'est la position de la charge, oui. Donc, c'est quoi? La formule, on va faire la formule, c'est comme ça. La formule, c'est mx alpha, elle est égale à alpha 1 moins x sur L. Avec alpha, c'est quoi? C'est la position de la charge. Position de la charge, ok? Donc, alpha 1 moins x. Alpha 1 moins x sur L. D'accord? La deuxième formule, c'est quoi? Donc, le x, c'est combien x? Qu'est-ce qu'on a dit? Le x, c'est quoi? C'est la position de la section. Considérée. Et alpha, c'est la position de la charge. De la charge. X, c'est la position de la section considérée. Section considérée. Et quoi? Et alpha, c'est la position de la charge. De la charge. Alors, pour notre cas, on va s'intéresser à cette section. Donc, le x, c'est combien? C'est xn, c'est L sur 2. Donc, m en L sur 2, en fonction de alpha, c'est combien? C'est alpha 1 moins x2, 1 moins 1 sur, ou bien L sur 2, fois L. Donc, c'est alpha sur 2, c'est ça? Okay. La deuxième formule, c'est quoi?
Alors, C'est c'est X. x 1 moins. Ok. Alors, lorsque x est supérieur à L sur 2, on va dire M moins alpha sur L. 1 moins alpha sur L. Sur L. Alors, pour x, elle est égale à L sur 2. Donc, L sur 2 alpha, c'est combien? C'est 1 moins alpha sur L fois L sur 2. Donc, c'est combien? C'est L sur 2 moins alpha sur 2, c'est ça? L moins alpha sur 2. Je vérifie. OK. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? La ligne d'influence du moment fléchissant, de toute la poutre. Donc, c'est combien? Qu'est-ce qu'on va faire? L'intégrale, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Merci. Jusqu'à n. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a alpha sur 2, à peu près alpha sur 2. Ça, c'est alpha sur 2. Alpha sur 2. OK. Alors, lorsque alpha est égal à alpha sur 2, L sur 2, donc 0. Donc, alpha sur 2. Donc, c'est quoi le moment fléchissant total? Ça, c'est pour une charge unitaire, ça. Ça, pour une charge unitaire. Ça, pour la charge totale. Donc, c'est quoi? C'est M. Elle est égale à combien? Q fois alpha sur 2. L sur 2 fois 2. Ça, c'est plus ou bien c'est plus? Non, la surface. Non. Fois 2. Ça, c'est alpha sur 2. La surface d'un triangle, c'est ça fois ça sur 2. Ça, c'est alpha sur 2. Ça, c'est L sur 2. L sur 2. Alpha sur 2 fois L sur 2 sur 2 fois 2. Parce qu'on a deux triangles. Donc, comme ça, donc c'est Q alpha L sur 4. Ça marche. Non, c'est pas ça. Pardon. C'est pas ça. Alors, le moment, c'est quoi? Par définition, c'est l'intégrale de quoi? De P. Quoi? Par définition. Pardon. Ça, c'est la définition. C'est pas P de alpha, Y fois D de alpha. D'accord? Donc ici, c'est quoi P de alpha? C'est cette fonction. Donc cette fonction, c'est quoi? C'est alpha sur 2 fois P fois D de alpha. Plus l'intégrale de 0 à L sur 2. Plus l'intégrale de combien? De L sur 2 jusqu'à L de cette courbe. Qui est quoi? Qui est L alpha sur 2 fois P fois D de alpha. Alors l'intégrale de ça, c'est combien? On va sortir le P sur 2.
L'intégrale de 0 jusqu'à L sur 2, c'est combien? C'est L par carré sur 2. L'intégrale de 0 à L sur 2. C'est ça? Plus L fois P sur 2. La même chose ici. L'intégrale de alpha carré sur 2. Donc de L sur 2 à L. Vous faites le calcul, s'il vous plaît. L moins alpha. Pourquoi j'ai fait ça? L moins alpha. Monsieur, table. L moins 1. C'est combien ça? Ça, c'est P sur 2. L carré sur 4 fois 2. Et ça, c'est L fois... Pourquoi j'ai fait ça? Le L n'est pas là. Parce que c'est L. J'ai fait une erreur. C'est L moins alpha sur 2. C'est L moins alpha sur 2. L moins alpha sur 2 fois P. Donc, P fois L moins alpha sur 2. Donc, c'est combien? Monsieur, Donc, P fois... OK. C'est bon. L'intégrale de ça, c'est quoi? C'est L moins alpha sur 2. Bon, c'est pas ça. L'intégrale, pour simplifier. L d alpha moins alpha d alpha sur 2. OK? L d alpha fois... J'ai sorti le 2 ici. L d alpha moins d alpha de 2. Donc, plus... Donc, P sur 2. Ça, L d alpha, c'est combien? Donc, c'est L alpha, L sur 2, L, ou bien L sur 2, L, moins, entre parenthèses, alpha carré sur 2, L sur 2, L. C'est clair? Donc, j'ai multiplié L fois D de alpha. L'intégrale de L d alpha, c'est alpha de L sur 2 jusqu'à L. Et alpha d alpha, c'est la même chose que ici. Alors, c'est quoi? Donc, je continue ici ou bien? OK. Donc, si on fait le calcul, s'il vous plaît. Déjà, on sait la réponse, non? Normalement, c'est PL carré sur 8. Dans cette position, c'est PL carré sur 8. Donc, vous faites les calculs. Donc, c'est M, c'est quoi? C'est M, c'est PL carré sur 16 plus... Donc, P fois L fois combien? L carré sur 4 moins L carré. Moins L carré moins L carré sur 4. Donc, c'est L carré moins L carré sur 4. Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est le premier terme, ici. خرجتها. Bon, c'est pas ça. Pardon. L fois L sur 2. Okay. L moins L sur 2, c'est L sur 2. Moins. C'est L carré sur 2 moins L carré sur 2 fois 4.
Donc ici, c'est L carré sur 2. Ici, c'est L carré sur 2 moins 8. Donc, c'est combien? C'est 8, 4. Donc, c'est 3 L carré sur 8. Donc, ici, c'est 4, 3. Donc, c'est combien ici? C'est 3 ou bien c'est L carré sur 8. C'est L carré sur 8. Plus fois P. Comment? Non, il nous reste, parce qu'il nous reste un 2. PL carré sur Z. Ce terme, c'est PL carré sur 2. Donc, c'est combien ici? Donc, ça, c'est L carré sur 2. 8. Il nous reste un 2. Ah, le P sur 2. On a oublié le P sur 2 ici. P sur 2 ici. Ah, P sur 2. Donc, ici, c'est P sur 16. Normalement, le premier terme, c'est PL carré sur 16, et le deuxième terme, c'est le PL carré sur 16. C'est cette version, P sur 2. Bon, P sur 2, l'intégrale de L alpha. L, c'est constante. L'intégrale de alpha de A, c'est L sur 2. C'est L sur 2. Donc, l'intégrale de alpha carré pour L et L sur 2, c'est L sur 2 sur 2. L carré sur 2, donc moins L carré sur 2 à la puissance 2, c'est 4 fois 2. Donc c'est 3 L carré sur 2. Donc ici, c'est 4 fois, c'est 8. Donc c'est la même chose. Donc 4 moins 8, c'est L carré sur 2. Donc P L carré plus, donc c'est P L carré sur 2. La première. Dis-le, oui. 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 Fois P. Alpha, c'est L sur 2. Donc ça, c'est ça. Donc alpha, c'est P fois L sur 2 fois 2. Sur 2. Et L carré sur 8. Oui. OK. Alors, on va s'intéresser un petit peu de... On ne peut pas faire tout ça toujours, donc il faut un petit peu faire un logiciel. Donc, on va faire la même chose ici. Comment on va faire? Donc, toujours, c'est pas toujours bénéfique de faire les calculs manuellement. Donc, il faut... Tous les logiciels dépendent. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Juste la surface. Donc, juste la surface, c'est pas toujours facile de la calculer. Donc, il faut faire les intégrales. Comment? Les signes, effectivement. Alors, on va faire un exemple donc d'une charge concentrée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Vous êtes familiarisé un petit peu dans le robot ou bien? Non. Donc, le robot, c'est un logiciel d'éléments finis, de modélisation. On peut modéliser n'importe quelle structure. Il y a plusieurs types de modélisation. Il y a la modélisation type bar, il y a la modélisation type coque, c'est-à-dire bar, c'est des éléments poutres. Il y a les modélisations type coque, des éléments de dalle. Il y a modélisation volumique, c'est un solide. Bar, c'est poutre. Oui. C'est-à-dire, la théorie de la poutre s'applique. C'est-à-dire, B et H, il y a la condition géométrique.
Plaque et coque, c'est les dalles. Ok. Alors, c'est quoi? Poutre, c'est barre. Alors, c'est quoi la différence? Alors, on a un élément ici. On a H et on a B. Alors, lorsque H, c'est à peu près B, c'est à peu près B ou bien similaire, ne dépasse pas un rapport de 2, alpha qui est B ou bien B sur H, qui ne dépasse pas 2, on va parler des poutres. C'est quoi le poutre? C'est quoi la conséquence directe? C'est-à-dire, pour une flexion, on va négliger, il y a la flexion longitudinale suivant MY, ça c'est Y, et il y a X. Alors, il y a deux flexions. La flexion principale pour les poutres, c'est MY, c'est-à-dire suivant sa génératrice. Alors, on va négliger cette flexion parce qu'on va les négliger, on va calculer par une autre méthode. Alors, pour les dalles, ce n'est pas la même chose parce que B n'est pas similaire à A. On a un rapport, normalement, alpha, c'est plus que 5, c'est-à-dire B supérieur à H de 5 fois, comme ça. Ça, c'est B et ça, c'est H. Alors, cette flexion ne peut pas être négligée, cette flexion, suivant MX. Ça, c'est MY. Ça, c'est X, Y, et ça, c'est X. La flexion suivant MX n'est pas négligée. Donc, la différence entre poutre et dalle, c'est est-ce qu'on va négliger ou pas la flexion suivant l'axe de B, la largeur. Ça marche. Donc, pour une modélisation générale, c'est un choix de concepteur ou bien de l'ingénieur. On peut modéliser soit par des poutres, soit par des dalles. Alors, si on modélise par des poutres, alors vous faites attention, il n'y a pas de moment transversal. Il n'y a pas de moment transversal, mais il faut le faire à travers une autre modélisation, c'est-à-dire faire une modélisation longitudinale et transversale avec des éléments bas. C'est une poutre. Oui. Non, c'est pas automatiquement. C'est élément, non, élément barre. Il y a élément barre et il y a élément coque dans le robot. Dans la modélisation, il y a deux façons. Supposons, je veux modéliser une dalle. Une dalle. OK? Deux façons de faire. Je peux la modéliser en poutre. Avec sa génératrice ou bien la ligne moyenne. Et ça, c'est B. Et ça, c'est, ou bien ça, c'est H. Ça, c'est B. Et ça, c'est H. OK? Comment on va faire ça dans le robot? On va définir une poutre. C'est-à-dire ici, c'est élément barre avec une section. Comme on peut modéliser avec une coque. C'est-à-dire un élément, coque, dalle. C'est-à-dire un contour avec une dalle. Je vais vous montrer comme ça. Cet exemple, c'est comme ça. Donc, je veux faire une poutre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Deux nœuds. Donc, ça, c'est le premier nœud. Ça, c'est le premier nœud. Et ça, c'est le deuxième nœud. Et ça, c'est notre poutre ou bien notre barre. Oui. C'est la même chose, sauf juste les barres d'outils. C'est activation des barres d'outils. Exact. Donc, on peut basculer vers coque, vers volume, seulement par l'ajout d'une icône de la barre d'outils. C'est la même chose. Généralement, je fais coque, moi. OK. Donc, ça, c'est nœud. Je vais faire ici un. Donc, ça, c'est
ça, c'est 10 nœuds. Donc, ça, c'est 2 nœuds. Le nœud 1, c'est 0, 0, 0, c'est des coordonnées. Et le 2, c'est 10, 0, 0, c'est 10 mètres. Donc, je vais activer ici. Ça, c'est le premier nœud et ça, c'est le deuxième nœud. OK? Donc, je peux faire comme ça. Donc, je vais faire une barre. Ça, c'est une barre. Une barre. Depuis ce point jusqu'à ce point. Bon, annuler jusqu'à ce point. OK? Ça, c'est une poutre. OK? Donc, cette poutre, on peut l'affecter par une section. Alors, ça, c'est la section qu'on va faire. Je peux même faire une section ici, une dalle, et je peux faire ici 10 mètres, 10 mètres. Une dalle de 10 mètres de largeur, c'est-à-dire 10 000 cm. Et ici, 50 cm. Ajouter. Donc, je vais l'appliquer ici. Okay. Vous voyez, c'est une dalle. Mais c'est un élément bas. Élément bas. Élément bas. J'ai modélisé la dalle par sa ligne moyenne. D'accord? Je peux faire enregistrer le projet. Donc, je vais faire ici, structure. Okay. Je vais faire un autre. Je peux modéliser la même chose par un contour. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Un contour, il faut le contour. Donc, le contour, c'est quoi? C'est géométrie. Donc, je vais faire... Oui. Les 4 points. Les 4 points. 0, 0, 0, 0, 0. Ici, c'est 10, 0. Bon, ici, c'est 10, 0. Donc, j'ai fait 0, 10. Donc, Y dans Y. OK, c'est pas grave. Donc, 10. Donc, 10. Alors, c'est 10. 10, 0. Je vais revenir à 0, 0, 0. Alors, 10, 10. Quatrième point, oui. Quatrième point. Là, il nous faut le quatrième point. C'est quoi le quatrième point? Non, c'est 0, 10, 0. 0, 10, 0, 0. Donc ça, c'est un contour. Il faut définir le contour. Ensuite, ce n'est pas un élément barre. Ce n'est pas un élément barre, mais c'est une épaisseur. C'est une dalle. Donc déjà, il faut faire cette dalle, donc ici. Donc, liste des objets. Le panneau, on parle de panneau comme le plancher. Donc, on va parler de ça. Oui. C'est pas la même cas. J'ai dit que pour la poutre, on va négliger la flexion transversale. Et dans la dalle, on va voir la flexion transversale. Donc ici, je vais affecter une épaisseur. Une épaisseur, c'est la hauteur. Donc la hauteur, on a dit que c'est... Donc ici, je vais faire dalle. Dalle. C'est entre parenthèses, c'est pas notre objectif, mais bon. C'est ça. Donc ça, c'est une dalle. La même chose que... On a modélisé la dalle ou bien élément barre ou bien élément poutre. Ici, il y a deux flexions. Il y a la flexion suivant X, suivant repère local, suivant X, suivant Y. Et pour la poutre, suivant son axe, sa génératrice. Oui. Oui, bien sûr. Mais pour les ponts, on peut faire
Élément barre, et calculer le CRT, le coefficient de répartition transversale dans le sens transversal. Et c'est très bénéfique. C'est au choix de l'ingénieur. Il n'y a pas une seule méthode. Je peux faire même un volume. Je peux modéliser le volume. L'élément barre, c'est généré, ou bien la théorie, c'est quoi? C'est la RDM, c'est la flexion, c'est le moment fléchissant. Et la dalle, c'est l'équation des déformés. L'équation de déformés. Le volume, c'est autre chose. Donc, ça dépend de la théorie qu'on va appliquer. Okay. Donc, ça, c'est entre parenthèses, ce n'est pas notre objectif. Donc, je vais faire ici. Okay. Alors, je vais utiliser la même chose ici, seulement que je vais changer la section. Et je vais faire ici poutre. Faire une poutre béton armé qui fait 1 mètre sur 60 mètres. Donc, je vais l'appliquer ici. Donc, ça, c'est une barre. C'est une barre. Ici, c'est 0 et ici, c'est 10 mètres. OK? Donc, je veux faire la ligne d'influence d'une charge quelconque, d'une charge unitaire. On commence par une charge unitaire. Tout d'abord, il faut commencer par la géométrie, on l'a fait. La géométrie, c'est les points et les barres. On va s'intéresser aux appuis. Les appuis, c'est ça. L'appui, donc ça dépend. Donc l'appui, on va s'intéresser, on va bloquer la rotation. Rx, il ne va pas tourner sur lui-même. Il va roter sur Ry, sur Z, c'est bloqué. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, on va faire je vais bloquer le UX, c'est devant X. Ça, c'est l'appui 1, c'est 1. Et l'appui 1, c'est 2. Pour ne pas avoir un mécanisme. Ça, je ne vais pas m'attarder ici. Donc ça, c'est une autre poutre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une charge unitaire sur cette poutre. J'ai modélisé une poutre par sa géométrie et j'ai introduit les appuis. Ça, c'est les appuis. Alors, pour robot, il y a plusieurs façons de faire les chargements. Il y a modélisation. Alors, robot, il est un petit peu divisé en 2 parties, ou bien 3 parties. La première partie, c'est la modélisation. C'est l'interface où on va introduire la géométrie. La deuxième phase, c'est quoi? C'est l'exploitation de ces résultats, ce qu'on appelle le dimensionnement. Et si vous voyez la modélisation, il y a tout ce qui est géométrie. La géométrie, il y a les nœuds, il y a les barres, il y a les caractéristiques, il y a les appuis et il y a les chargements. Ça, c'est la modélisation. Ensuite, il y a les résultats, tout ce qui est MNT ou bien des contraintes, ou bien MX, X et MY pour les coques. Et il y a la troisième partie, le dimensionnement. Si la structure est en béton armé, on va s'intéresser au règlement de béton armé. S'il est en acier, c'est les règlements de l'acier. S'il est en bois, c'est les règlements. Donc ça, on est toujours dans la modélisation. On a introduit la géométrie, on a introduit les caractéristiques. Donc on va faire les chargements maintenant. Les chargements, il y a des chargements, plusieurs chargements. Ça, c'est les chargements. Il y a ça, c'est les charges roulantes. Charges roulantes pour circuit. Alors ça, c'est un onglet. On va définir ici, c'est nouveau. C'est pas ici, c'est nouveau ici. Alors, on va voir dans le dimensionnement de l'ouvrage d'art qu'il y a des charges prédéfinies, BC, BT, MC120. Donc, pour notre cas, c'est une charge unitaire. Donc, je vais faire charge unitaire, nouveau. OK? La charge unitaire, quel type? Concentré, merci. Donc, charge unitaire, c'est pas trop important l'unité, donc c'est 1. Charge unité. D'accord? Le X, il va commencer de 0 jusqu'à S, ça, on va le voir par la suite. Le S, c'est la symétrie. La symétrie, si on a 2 charges symétriques, on peut modéliser seulement une charge et faire la symétrie. Ça, c'est pas valable pour notre. Donc, je vais ajouter cette charge. Elle est ajoutée. Alors, pour cette charge, il faut l'appliquer dans une route, dans une trajectoire. Donc, la trajectoire, je vais la définir. C'est la même chose que tout à l'heure. Je vais la définir de ce point, de 1. Il va parcourir 1 jusqu'à 2. Donc, je vais appliquer. Donc, ici, 10. Automatiquement, il y a le pas. Le pas, c'est le pas de la charge unitaire, c'est 1 mètre. On va faire 1 mètre. Et 0, 0, moins 1, c'est le sens de la charge. C'est moins 1.
Ok, on peut changer ça. Ok, donc ça, c'est notre charge. Comment? Non, hein, on va l'appliquer dans le BC, dans le MC120, dans tout ça. Si vous êtes intéressé, hein. Il y a ça, c'est S, elle est égale à 2. S, elle est égale à 2, ça, c'est symétrique. Une charge ici, 58, elle est doublée. Lorsque je fais 1 ici, regardez. Pardon, c'est la distance entre les deux essieux. Entre les deux essieux, 1 mètre. Ici, c'est 9 mètres. C'est 9 mètres. Regarde. Donc, c'est 0. 0. Donc, ça, on va le voir, on va le voir. Donc, vous regardez ici que la charge, elle est ici. Donc, je vais faire charge unitaire ici, charge unitaire ici. Okay. Donc, j'ai affecté la charge. Comment la voir? Je peux la voir ici dans les attributs. Donc, ça, c'est votre manipulation de logiciel, charge. Donc, les charges roulantes, on peut les voir. Okay. Je vais calculer. Bon, les instabilités, ça, c'est pas grave. Les charges roulantes, les charges. Ça, c'est les charges roulantes. Pourquoi il ne s'affiche pas? Non, non, non. C'est un bol de la charge. C'est pas le troisième, là, monsieur. Le troisième icône. Charge volante. C'est ça. Okay. Donc, on voit ici donc, les positions. La première position, c'est ça. Donc, -1. Donc, la deuxième position, on a fait quoi? On a fait 10 mètres. Et le pas, c'est 1. Donc, ça, c'est la position 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Jusqu'à la traduction, jusqu'à la fin. D'accord? Donc, on peut s'intéresser à la ligne d'influence, à une section donnée. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'exercice? On a s'intéressé à quoi? Au moment fléchissant, à mi-travée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire analyse ici, analyse ou bien résultat avancé. Donc, la ligne d'influence. Donc, la ligne d'influence, on va s'intéresser à quoi? Au moment fléchissant. Donc, dans la barre, il y a ce qu'on appelle le repère local de la poutre. Donc, il y a le repère local ici, c'est X. Ici, c'est X. Et le Z, c'est ici. Donc, on va s'intéresser à quoi? À Y, merci. On va s'intéresser à Y. Dans quelle position? À mi-travée. Le point, ça, c'est le point. Donc, ici, c'est la position 0,5. Ça, c'est une position relative. 0,5 de 1. Ou bien, on peut la faire... donc, ça, c'est 0,5. On peut s'intéresser à 0. Donc, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, vous voyez, le diagramme, c'est ça. Alors, si on fait l'intégrale, donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la position. Ici, c'est le diagramme de la ligne d'influence. Alors, le diagramme de la ligne d'influence, c'est des points. Donc, ici, c'est 0,50. Ici, c'est 0. Ici, c'est combien? Comment? Je pense que la poutre, le nœud, c'est 1, je pense. Non, non. Non, 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 ça, c'est pas l'abscisse, c'est le premier point. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ici, c'est 11. Donc, le premier point, c'est pas l'abscisse X. Donc, ici, 1, c'est X, c'est égal à 0.
Non, ça c'est un repérage, un repérage. Non, ça c'est pas 1 mètre ici. Ah, ici c'est l'abscisse, elle est égale à 1 ici. C'est un repère, je pense. C'est un repère. Donc ici c'est 2 vers... Donc 2,5. Donc on peut faire plusieurs applications. Donc on va faire, c'est pas trop intéressant pour une poutre isostatique. Mais le plus intéressant c'est quoi? C'est des poutres hyperstatiques. Donc hyperstatique, on peut faire ici 20. Là, on va faire ici 20. D'accord? Donc ici on va là-bas, on va faire ici 3. Et la trajectoire, donc ça c'est la trajectoire. Donc la trajectoire, on va... Ok. Ok, on va faire ça. Bon, 1. Donc de cette position à cette position. Bon. De cette position à cette position. Appuie 1, bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai fait 2 travées ou bien 2 poutres bien appuyées, c'est-à-dire un système hyperstatique. Je vais m'intéresser à une charge. Donc, ici, la charge est là jusqu'à 20. OK? Donc, je peux faire... Oui. Tout, ça les contraintes, tout. Il fait tout. On peut faire tout ici. Donc, les résultats, donc le diagramme des moments, donc je peux avoir l'effort tranchant. Une charge unitaire. Y, normalisé. Je n'ai pas compris. FY, NI. On peut voir tout. Donc ici, c'est le moment fléchissant. Donc il va varier suivant la position. Donc il va changer jusqu'à la position. Donc on peut voir ça, c'est le diagramme. On peut faire les déformer, on peut avoir les contraintes, on peut avoir les réactions, tout. Dans un élément barre. Tous les éléments, c'est calculé. OK? Donc ça, c'est élément barre. Donc généralement, on va s'intéresser pour un pont à 2 travées ou bien 3 travées aux sections en appui. Par exemple, ici, si je vous demande la question, c'est quoi la ligne d'influence d'une charge unitaire dans l'appui? Ici, l'allure, c'est combien? C'est qui? Comment il est? Le moment fléchissant dans cet appui 2, la ligne d'influence du moment fléchissant dans cet appui 2. Comment il est l'allure? À 2 travées. Comment? Ah, c'est un moment. Mais comment l'allure? Croissante. Alors, ok. Vous regardez ici. Donc, ici, donc, la position 0. Vous regardez seulement ce point. Donc, la position, lorsque la charge, elle est ici.
Donc la charge, elle est ici, donc moins 1, donc il n'y a pas d'influence ici dans le 2. OK? Dans la position 2. Donc on a l'effet, la même chose. On va faire la courbe jusqu'à ce point. Sauf que ce point, il n'est pas 0 parce qu'il y a une réaction hyperstatique. Pourquoi il y a une réaction hyperstatique? Parce qu'il y a une réaction ici. OK? Donc il va changer. Il va accroître de diamètre parce que cette position, il va... Donc, regardez. Jusqu'à un point où on a la charge à mitraver. Donc, dans cette position, lorsque x il est dans 0 jusqu'à L, il est toujours négatif. Et il a l'allure de quoi? Il est parabolique ou bien linéaire ou bien quoi? Linéaire, merci. Parce que linéaire. Donc linéaire, il est maximum dans cette position à peu près. À peu près. Donc linéaire, donc il va changer de pente. Et la même chose ici, donc il va changer jusqu'à 0. Donc toujours il est négatif. Donc c'est la même chose, donc on va faire les résultats. Ligne d'influence, donc on va s'intéresser à quoi? À MY dans la position quoi? Dans la position 0,5. Non, c'est pas linéaire, c'est parabolique. Parce que l'effort tranchant, il est linéaire. L'effort tranchant, il est linéaire, donc le moment, c'est... Donc ça, c'est... Donc, résumé, il est toujours négatif. On peut le visualiser à travers des charges élémentaires pour voir comment l'appui il fonctionne pour déterminer. Commencer par l'effort tranchant, ensuite avoir le diagramme. Est-ce qu'il est parabolique? Parce que le parabolique, c'est l'intégrale de l'effort tranchant. Donc, on peut savoir si l'effort tranchant est constant, donc c'est linéaire. S'il varie, pourquoi il varie? Parce que dans un appui, l'effort tranchant, c'est quoi? C'est la réaction. Donc, on peut visualiser seulement la réaction pour voir s'il est constant, donc le moment, il est linéaire. S'il n'est pas constant, OK? Donc, on ne va pas toujours faire le calcul manuel, toujours il faut faire un calcul. Ici, on donne les surfaces. Ça, c'est une surface négative et ça, c'est une surface négative. Donc, oui. Exactement. On peut le voir ici. C'est 0. Oui. Oui. Si la charge est ici, donc la réaction d'appui, elle est consommée dans cet appui. Par définition, c'est quoi l'effort tranchant? Par définition, l'effort tranchant, c'est quoi? Dans les conventions de signes que vous avez fait. Les conventions de signes que vous avez fait. L'effort tranchant. Alors, si on a une poutre, on a ici A et on a ici B. R, B, R, A. On va s'intéresser à une section ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir la poutre et on va voir à gauche. Ici, à gauche, il y a RA. Donc, l'effort tranchant, ici, il est RA. Il est égal à RA. Ici, c'est RA. Donc, l'effort tranchant, c'est RA, jusqu'à ce point. RA, 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 RA. Donc, par définition, on regarde la réaction de la poutre. Donc, s'il est là, donc c'est la action-réaction, c'est RA, elle est égale à ici. Par définition. Bien sûr, bien sûr. Non, lorsqu'on va parcourir ici, il y a l'intervention du moment. Donc, il y a le moment. Donc, pour équilibrer ce moment, il faut avoir ce t fois x. Oui.
Ça, c'est isostatique. Il faut faire hyperstatique. Oui, c'est quoi? Non, ça, c'est égal. On a fait égal. Exactement, exactement. Non, parce qu'il y a la symétrie. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. OK, on va une autre question. Si on va s'intéresser à la ligne d'influence du moment flexion à mi-travée, à la première travée, comment elle est là? Alors, il faut l'imaginer graphiquement. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait les lignes d'influence d'une façon graphique, virtuelle, la méthode des moments virtuels. Donc, on va remplacer le point. Ce n'est pas analytique, ce n'est pas trop intéressant l'analytique, parce que toujours, on ne peut pas calculer, il faut l'imaginer en déformation. Donc, non, le moment flexion, toujours le moment flexion. Alors, il va changer de signe, oui. Il va changer de signe. Bon, c'est pas ici. Ah, c'est pas ici. Je vais faire ici. Donc, résultat avancé, ligne d'influence, MY, dans la position 0,25, c'est ça? 0,25. C'est ici. 0,25. Voilà. Pourquoi? C'est toujours la même chose, toujours. Donc, il faut l'imaginer en déformation. Donc, en déformation, ici, je vais remplacer cette position par une charge. Donc, il va flexionner ici jusqu'à ce point qui est nul par défaut. L'effort tranchant est linéaire, donc il va... Donc, à peu près, c'est en déformation. Lorsqu'on va remplacer ce point par une rotule, et on va remplacer cette rotule avec une réaction, donc il va faire comme ça, en déformation. Donc, si vous, bon, je vous envoie une méthode des lignes d'influence par la méthode virtuelle. Donc, ça, c'est en déplacement, vous la sentez, ce n'est pas des chiffres. Donc, ici, on va remplacer un mi-travers avec un travers. Donc, il va fléchir comme ça jusqu'à ce point. Pourquoi ce point? Parce qu'il est fixe. Il est fixe. Donc, jusqu'à annulation ici. La même chose ici. Donc il faut voir. Oui. Linéaire, pourquoi il est linéaire? Parce que l'effort tranchant, il est constant. Ici, l'effort tranchant, il est constant. Pour une charge, ici, il est constant. OK, c'est bon. Donc, on passe à autre chose. C'est bon, c'est clair, les lignes d'influence. OK, on va passer aux lignes d'influence. OK. Alors, je vous invite à s'entraîner un petit peu sur un logiciel quelconque. Vous maîtrisez un logiciel un petit peu parce qu'on ne peut pas faire toujours les calculs manuels. Il faut maîtriser un petit peu. Le logiciel le plus utilisé, c'est Robot, ou bien si vous êtes intéressé à la culture anglo-saxonne, c'est SAP 2000, c'est très très bien. Il est très très bien. SAP 2000. SAP 2000, il est très très bien, il est très fort. Ou bien, ça, Robot, il est très très utilisé. Donc, un des deux logiciels, ou bien, il y a plusieurs. Il y a ST1, ST1, on va l'utiliser dans les ponts. L'avantage du robot, il est très utilisé ici au Maroc. Très utilisé ici au Maroc. Seulement cet avantage. OK.
Juste 2 minutes, je convertis en PDF la deuxième présentation parce qu'on n'est pas les...
On n'entend rien. Monsieur, راه ما كنسمعوا والو. باقي والو. واش غير بوحدي ولا لا مسيو قول لي اكتيف الميكرو. انا ما كنسمعوش، انا بقيت ساكت صحاب لي بنادم بوحدي ما كنسمعش. عرفتش ما ما كنسمعش. كنسمعوا والو. كنت حيد الميكرو، شكون حيد الميكرو من البيس. وانا خرجت كاع خرجت عاود دخلت. ما كاين S'il vous plaît, merci maintenant de confirmer, s'il vous plaît. دابا كنسمعوكم سي. Ok.
Non, ça, c'est pas. Les ponts sont modélisés soit par des éléments barres, comme j'ai dit, par des éléments coques, ou bien des éléments barres et coques, ou bien des éléments volumiques. Ça, c'est surtout dans les barrages, on va utiliser des éléments volumes. Alors ici, c'est un modèle. Par exemple, on peut modéliser un cadre fermé par des éléments coques, des dalles. Ici, c'est quoi ça? On l'appelle quoi? Non, 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 la partie supérieure. C'est pas tablier. Cadre. Traverse. On appelle ça traverse. Et ça, c'est quoi? Pied droit. Et ça, c'est radier. Donc, ça, c'est très important. Et ça, c'est traverse, pied droit. OK? Donc, on peut les modéliser par des coques ou bien par des éléments barres. Comme des éléments barres, des éléments barres. C'est la même chose pour le... Oui. On peut modéliser par les pendales. Les pendales, par exemple, un petit dp ou bien un petit DA, on peut le modéliser par des éléments barres et calculer le CRT après. Alors, éléments barres, quelques avantages. Et les CRT, c'est coefficient de répartition transversale. On va le voir par la suite. Pour les éléments barres, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut avoir que le moment suivant une seule direction qui est MY. Mais l'autre direction, il y a la méthode de répartition transversale pour générer ce qu'on appelle le moment transversal. Alors, c'est quoi les avantages des éléments barres, modélisation éléments barres? Elle est légère, elle est très légère. Elle n'a pas besoin de beaucoup de RAM ou bien de taille pour un modèle. Et elle est facilement exploitable. Donc ça, c'est la légèreté des modèles, c'est très important pour une modélisation. On peut faire un modèle qui est gigantesque, mais inexploitable. Donc il faut penser un petit peu l'exploitation de logiciel et le temps de calcul. Donc ça, elle est très très fort. Donc les charges mobiles suivant une direction, donc on peut voir ça manuellement, on peut le sentir. Élément barre, on peut vérifier manuellement. Manuellement, c'est quoi l'effort tranchant, c'est quoi le moment fléchissant, c'est quoi la réaction d'appui, c'est quoi la flèche, c'est quoi la contrainte. On peut vérifier ça manuellement dans des éléments barres. Donc, très adapté pour les ponts réguliers ou bien droits ou peu biais. Monsieur, Oui, monsieur, oui, واحد كيسيون الله يحفظك أستاذ. oui. Monsieur, pour les lignes d'influence, monsieur, كنا داويين عليهم باغ اكزومبل مثلا مسيو في شي طابلي ديال بون عندنا دو شارج ولكن دو سونس وحده داخله على اليمين وحده داخله على اليسار ça influence quelque chose sur les lignes. Dans le dimensionnement des ouvrages d'art, on va faire ça. Il n'y a pas ça, vous le concevez dans dans une circulation normale. Donc, mais pour le dimensionnement des ouvrages d'art, il y a une réglementation à suivre. La réglementation à suivre, c'est le fascicule 61, titre 2. Qu'est-ce qu'elle dit, la réglementation? Il dit qu'il y a plusieurs types. Par exemple, le BC. Le BC, il faut modéliser les charges dans un seul sens, ou bien dans l'autre sens. On ne peut pas modéliser dans deux sens différents. Ok? Monsieur, في الرياليتي on peut trouver En réalité, ce qui importe pour l'ouvrage d'art ou bien pour notre structure, c'est le tonnage, c'est comment avoir une ligne d'influence qui est défavorable. Et en réalité, lorsque vous dites il y a deux circulations de sens inverse, donc le tablier ou bien la chaussée, elle est totalement occupée. D'accord? Elle est occupée, la chaussée. Donc on va l'occuper, mais dans un seul sens. On va occuper toute la chaussée, mais dans un seul sens. Ok. Donc les inconvénients, c'est quoi? C'est justement la répartition transversale. Il ne permet pas de voir le moment fléchissant dans le sens transversal. Ça, c'est un inconvénient. Et il n'est pas valable pour des ponts avec biais prononcé. Donc lorsqu'on dépasse 65 grades, c'est peu exploitable. Alors, la modélisation des éléments coques, l'avantage, c'est un petit peu, elle est proche de la réalité un petit peu. Elle s'approche un petit peu de la réalité. Résultat exploitable directement, oui. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le MXX ou bien MY, toujours, on peut avoir le ferraillage directement.
est valable pour des tabliers irréguliers. Par exemple, lorsque le modèle bar n'est pas valable, on peut utiliser les modèles coq. Sauf que l'inconvénient majeur, c'est qu'il est très très lourd. Il est très très lourd. Le modèle coq, c'est très très lourd. Il nécessite ce qu'on appelle le maillage. Le maillage, c'est quoi? C'est la division de notre coq en éléments unitaires pour faire tout ce qui est théorie de déformé. Donc ça dépend du maillage, ça dépend de la taille de maillage, ça dépend du processeur de calcul de maillage. Donc ça, il va nous donner une lourdeur qui est très très conséquente dans les calculs. Ça, c'est très... Alors, l'inconvénient ici, c'est que c'est très très difficile de visualiser ça pour un calcul manuel parce que vous savez très bien que la résolution de la déformée nécessite une résolution de l'équation différentielle de la déformée. C'est une résolution de l'équation de déformation. C'est quoi? Donc, normalement, c'est sigma carré, sigma x sur, c'est x carré, plus au carré, sigma y carré, plus sigma w sur sigma x, sigma y, est égal à une excitation extérieure. Alors, vous imaginez comment on va faire résoudre cette équation manuellement. Donc, le logiciel, il peut faire ça à travers ce qu'on appelle le maillage. Il va faire le maillage ici, il va résoudre cette équation ici, il va générer la somme ou bien l'intégrale de tout ça. Mais manuellement, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est peu visible manuellement, peu visible. Et il dépend des conditions de bord. J'ai oublié de mentionner ça. Ça dépend des conditions de bord. Les conditions de bord, est-ce qu'elle est bien appuyée, ou bien encastrée, ou bien libre, ou bien pas. Donc ça, c'est... on peut influencer les calculs, on ne peut pas faire une vérification rapide manuelle. Donc, concentration d'effort. Donc, il y a un autre inconvénient, c'est quoi? Dans une modélisation qui est un petit peu biaise, on peut avoir des concentrations de l'effort, ou bien de moment, ou bien de l'effort normal, dans des coins, ce qu'on appelle des points singuliers. Et ça, c'est très, très dérangeant dans le dimensionnement, parce que est-ce qu'on va dimensionner par ce point singulier, qui est un petit peu, c'est un singulier, c'est une concentration, ou bien faire quoi? Donc ça, c'est à l'ingénieur de voir, de choisir les valeurs qu'on va dimensionner. Ce n'est pas la même chose que l'élément bar, il y a une seule valeur. Mais dans l'élément coq, il y a une cartographie. Et la cartographie, elle est un petit peu dans les éléments, par exemple ici, dans les conditions de bord, dans les appuis, il y a une concentration de l'effort. Donc ça, c'est des points singuliers. Donc le choix des valeurs de dimensionnement, c'est très, très dérangeant pour le dimensionnement. Donc ça, c'est un inconvénient. Alors les actions sur les ponts, on peut les classer suivant ça. Donc il y a les charges permanentes, il y a les charges routières, il y a les charges climatiques, il y a les charges accidentelles. On a parlé un petit peu de ça. Donc la réglementation, c'est quoi? Dans cette présentation, on va s'intéresser à la réglementation pratiquée ici au Maroc. Donc 90% utilisés au Maroc. C'est les règlements français, les anciens règlements français. La France n'utilise plus ces règlements, mais le Maroc utilise ces règlements. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, pourquoi il faut poser la question. Donc, poser la question aux concernés. Donc, normalement, je vous invite, donc ça, c'est pratique dans votre futur proche d'ingénieur. Vous allez utiliser ça. Mais en parallèle, je vous conseille de faire les eurocodes un petit peu. C'est similaire. Si vous maîtrisez ça, vous pouvez facilement basculer vers les eurocodes. Facilement. Mais il faut maîtriser ça parce que vous allez le pratiquer réellement. Le bâtiment, il travaille avec le DTU. Donc le DTU, il n'est plus le DTU. Mais, le fascicule, il est un petit peu élaboré, le bâtiment. Donc ça, c'est des pratiques ici au Maroc. C'est l'organisation du métier. Et ça, ce n'est pas de l'ingénierie, c'est l'organisation. Comment il est organisé le métier de génie civil ici au Maroc? Non, l'organisation, on va parler objectivement, il n'est pas organisation. On peut avoir un café pour discuter ça, mais objectivement, c'est l'organisation de métier qui va impacter votre cursus d'ingénieur.
Et je vous invite à maîtriser. Il est bizarre, il est contradictoire, mais il faut le maîtriser. Donc, j'ai ça entre parenthèses. Donc, le fascicule 61, titre 1, c'est tout ce qui est ferroviaire. Le fascicule 61, titre 2, c'est tout ce qui est routier. Le fascicule 3, c'est tout ce qui est climatique. Donc, on va s'intéresser au fascicule 61, titre 2, tout ce qui est charge routière. Alors, titre 1, c'est ferroviaire, c'est le train. Le titre 2, c'est fascicule intitulé Conception et calcul épreuve des ouvrages d'art. C'est de Cetra et réédité en 81. C'est une nouvelle version. Alors, à noter que ce texte est remplacé par les Eurocodes en 2009, mais il est encore applicable au Maroc. Il est toujours d'application. Alors, lorsque je dis il est applicable dans le CPS ou bien dans le marché des maîtres d'ouvrage, il impose ces règles. Ce n'est pas un choix d'un bureau d'études, mais c'est une imposition du maître d'ouvrage. Généralement, il fixe les règlements. Parce que, et si un Chinois, il va appliquer ici. Donc, bonjour. On va terminer. 5 minutes, c'est bon? Alors, je vais finir dans 2 diapos. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc, les charges permanentes, c'est quoi? C'est le poids propre. C'est superstructure, on a parlé superstructure, tout ce qui est étanchéité, tout ce qui est revêtement, tout ce qui est trottoir, tout ce qui est corniche, tout ce qui est dispositif de retenue, les accessoires, les actions de terre, les poussées de terre, les culées, les tassements d'appui, on n'a pas parlé de ça, les tassements d'appui justement, le retrait, on a parlé du retrait, et la précontrainte. Les actions variables, il y a les charges routières, le fascicule 61 titre 2, il classe les charges en système A, système B, système C, les surcharges ou bien les charges exceptionnelles, les surcharges de trottoir et les surcharges surromblées. On va voir tout ça. Alors, les charges, les variables climatiques, il y a la température, il y a le vent, il y a la neige. On a parlé de ça. Et on a différencié la dernière fois la température. Il y a 2 termes. Il y a ce qu'on appelle la variation uniforme, delta T, et il y a le gradient thermique. On a parlé de delta θ et delta T. Okay? Accidentel, on a parlé accidentel, tout ce qui est séisme, tout ce qui est sur pile, ça c'est accidentel. En cours d'exécution, pour un type d'ouvrage d'art, par exemple en encorbellement, c'est-à-dire pont en voussoir en encorbellement, il est construit par des équipages mobiles. Donc les équipages mobiles, il faut prévoir une phase pour calculer ça. On va le voir. Alors ça, on va commencer, donc je pense, j'ai laissé dans votre clé les présentations. Donc vous distribuez, s'il vous plaît, cette présentation. Elle est très très longue, 177. Donc il y a tout le détail. On va commencer la semaine prochaine par détailler tous les charges. Alors si vous lisez un petit peu ça, on peut faire une application directe d'un point des charges permanentes et routières et accidentelles. OK? Merci. OK, d'accord, merci. Merci, et à la semaine prochaine. Monsieur, Oui? tu as fait l'appel. Appel, bon. OK, c'est bon pour les en ligne, les hors ligne, ou bien en ligne, c'est pas grave. Donc, D'accord. merci, à la semaine prochaine.